Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est l'épaule. C'est Romain, principalement qui va vous présenter un peu notre façon de travailler, à l'académie. En présentation rapide, on travaille tous les 2 à l'académie Mouratoglou. C'est une académie de tennis qui est dans le sud-est de la France. C'est une académie où on a, plus de 250 joueurs qui sont en sport-études, qui sont entre le collège et le lycée. On a une école française et une école internationale. Voilà, on a vraiment toutes les classes. Ils vivent sur place, on a un internat, on a quelques externes, on a plein de nationalités différentes, donc c'est vraiment culturellement parlant, nos journées sont très variées également. Et on a des profils physiques aussi complètement différents. On a aussi une cinquantaine de joueurs qui sont dans la section élite. C'est des joueurs qui aspirent à avoir un meilleur niveau et à faire plus de tournois, à faire plus de déplacements à l'étranger avec des tournois avec un niveau plus élevé que les joueurs de la section tennis-études qui, eux, font plutôt des tournois locaux, parce qu'on a la chance d'en avoir beaucoup dans la région où on habite. Et dans cette académie, on a une cinquantaine de coachs, que ce soit coach de tennis, préparateur physique et un pôle médical. Donc aujourd'hui, on le représente avec Romain. On est une équipe de 5 kinés, dont on fait partie tous les 2. On a un médecin également qui travaille sur place. On a également une podologue, une nutritionniste et une sophrologue qui vient de nous rejoindre récemment. Moi, je travaille à l'académie depuis bientôt 4 ans. Je m'occupe de tout le pôle médical, mais aussi de la partie administrative. Et Romain nous a rejoint maintenant il y a 1 an et demi et s'occupe également de tous les joueurs de l'académie. Il est très présent et très actif pour former tous les jeunes qui passent chez nous pour être formés en tant que kiné. Et il va vous présenter aujourd'hui son travail. Il va se présenter également. Je lui passe le relais. Merci Candice. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler un petit peu plus globalement des tests d'épaule. On va se baser principalement sur une première partie qui va être axée plus sur la force, sur comment nous on évalue la force et comment on porte une importance relativement importante à évaluer cette force depuis notamment cette année. Donc on va pouvoir, là il y a des petites questions qui doivent arriver prochainement sur votre droite et puis on va pouvoir commencer tranquillement par la suite. Avant de commencer, il faut qu'on parle d'une stat qui est intéressante au sein de l'académie. On a changé de logiciel un petit peu de suivi et de centralisation des données et depuis août, du coup, on centralise via ce logiciel toutes les blessures. Et depuis août 2023, il ressort que la première pathologie qu'on retrouve, ou du moins la première blessure ou douleur qu'on retrouve au centre médical, ce sont les épaules, à raison de 14,1% des blessures. Donc on voit quand même qu'il y a toutes sortes de blessures qui sont retrouvées au sein de l'académie, mais l'épaule reste prédisposante, avec 59 blessures jusqu'à aujourd'hui depuis août. Et du coup, ce qui s'est destiné, et ce qui se destinait déjà l'année dernière, c'était comment on peut faire en sorte de réduire ce nombre de blessures et est-ce qu'il y a un moyen de les comprendre. On a eu du coup pas mal de réflexions, pas mal de staff pour réfléchir un peu là-dessus, sur comment on pourrait faire. Évidemment, la question du S-Start, donc les différents tests d'épaule fonctionnels se sont posés, mais avec 250 jeunes au sein de l'académie, faire ce S-Start ou faire tous ces tests fonctionnels qui seraient très intéressants pour tout le monde serait trop compliqué et trop dense en temps et ne nous permettrait pas de répondre à cette problématique de soins à côté de ces tests fonctionnels. On a donc réfléchi à comment on pouvait faire. Associé à ça, donc dans tous les cas, on a 3 types de bilans. On va avoir le bilan qui va être annuel, donc 3 fois par an. Ça va être un medical assessment qui est à visée de morphostatique et morphodynamique, durant lequel on va s'intéresser à évaluer les gaps actifs et passifs. Donc, est-ce qu'on a des déficits de flexibilité, de mobilité passive, ou de mobilité active avec une implication musculaire sur toute la range of motion. Une évaluation au niveau de la coordination du complexe de l'épaule, qui s'associe avec le complexe du membre inférieur et du tronc, et une évaluation de l'activation musculaire dans les patins spécifiques. Et ces tests-là ont lieu en septembre, en janvier et en mai, afin de nous permettre d'évaluer les déficits et évaluer la progression de chacun, et ainsi pouvoir communiquer aux préparateurs physiques les quelques évolutions qu'on pourrait faire.
pour pouvoir augmenter leur performance et réduire les risques de blessures. Évidemment, il n'y a pas de screening qui permet d'éviter, mais le but, c'est de réduire le plus possible les risques et les facteurs de risque associés. Et aujourd'hui, on va s'intéresser sur le second type de bilan, qui est le bilan biannuel, qui est une évaluation de force de la rotation médiale et de la rotation latérale de l'épaule, et secondairement, une évaluation du H-test, qui est décrit par Ben Ashworth, que je pense beaucoup de personnes doivent connaître si vous êtes du monde médical et de la préparation physique, associé à un H-test dorsal qu'on a un petit peu adapté à notre manière. On va vous en parler ci-après. On n'a pas introduit d'autres tests parce que notre but aujourd'hui, enfin du moins en septembre et en mai, c'était vraiment de s'axer sur les niveaux de force, et c'est ce qu'on va vous décrire juste après, c'est-à-dire maintenant. Donc le bilan de force, pourquoi on a décidé d'installer un bilan de force? Le but, c'était dans un premier temps de quantifier les déficits de force de l'épaule dans deux dynamiques, la coiffe des rotateurs et la rotation latérale et médiale, et le pattern de poussée et de tirage de l'épaule en overhead. Je pense que si vous êtes tous dans le monde du tennis, ou si vous vous intéressez un peu au tennis, les mouvements d'overhead sont quand même plutôt prédominants dans notre sport. Et par conséquent, avoir une image, ou du moins une représentation de ce que peuvent sortir, ou du moins créer nos jeunes sportifs en termes de niveau de force en course interne des rotateurs latéraux et course externe des rotateurs médiaux en position d'overhead, nous paraissait une évidence et d'une importance plutôt élevée. Associé à ça, notre projet sur le moyen et long terme est de construire une base de données pour les années N+1 et N+X, de valeurs de test d'épaule, dans un premier temps, dans ces deux patterns, donc poussée, tirage et rotation latérale et médiale, pour d'une part permettre d'avoir une vision globale des moyennes de force qu'on pourrait déterminer ou caractériser comme à risque de blessure, et permettre d'aiguiller les préparateurs physiques sur s'il y a une nécessité ou pas à renforcer l'épaule dans un domaine ou dans une composante bien spécifique. Et enfin, évidemment, ça va de soi, optimiser la prévention des pathologies de l'épaule. Mais vraiment, le pôle central et notre but premier à travers ces testings qui sont réalisés en septembre et en fin d'année, sont vraiment d'avoir dans les années futures, et principalement dans l'année N+1, des valeurs seuil, si possible par pathologie, mais surtout par tranche d'âge et par sexe, des valeurs seuil qui vont nous permettre de déterminer s'il y a un risque ou pas de blessure, ou du moins de douleur au niveau de l'épaule à la rentrée ou durant l'année. On va pouvoir passer du coup sur la première catégorie de tests, qui sont les tests de rotation latérale et médiale. Le choix de ce test de force est intéressant pour nous, dans le sens où on va chercher à évaluer la force, ou du moins le niveau de force de nos sportifs dans un secteur d'overhead. Et donc du coup, la position R1 n'était pas intéressante, la position R2 n'était pas non plus très intéressante, et on s'est intéressé du coup à la position R3 90-90, qu'on va placer non pas en position de stabilité maximale, donc à 30 degrés au-delà du plan frontal, mais vraiment dans le plan frontal pour qu'on soit dans une situation où la coiffe des rotateurs, qui est responsable de 90% de la stabilité de l'épaule, soit à la fois stabilisatrice d'épaule et à la fois motrice, et à la fois moteur, excusez-moi. Mais dans cette situation actuelle, on s'est placé dans une position assis avec le bras 90-90 dans le plan frontal, et on a limité le plus possible les compensations d'épaule et les compensations au niveau des jambes. Comment on a fait ça? Voilà la représentation de notre setup. On a placé le patient assis sur un banc relevé à 90 degrés. On a placé les jambes du patient sous les butées des pieds du banc pour ne pas avoir d'utilisation d'un point fixe sol avec les pieds. Normalement, vous allez recevoir vous allez peut-être recevoir un article relatif à ça. Mais l'idée, c'est de ne pas utiliser le sol pour pouvoir créer de force qui ne soit pas spécifique de l'épaule. On va placer l'épaule à 90 degrés d'abduction dans le plan frontal, le coude à 90 degrés de flexion dans le plan frontal. On ne va pas installer de point fixe sous le coude parce qu'on veut une stabilisation de l'épaule et pour que ce soit plus représentatif de la région de l'impact que va recevoir l'épaule lors du coup droit ou du service. La tête sera contre la chaise et le bras contralatéral sera fléchi et touchant l'autre épaule pour ne pas créer un point fixe avec une prise d'appui sur le banc. Dans la situation actuelle, on va demander au patient de faire un essai de contraction de 5 secondes avec le dynamomètre, puis une contraction qui sera évaluée de 5 secondes en rotation latérale, puis en rotation médiale.
On utilise le capool de K-Invent et non pas le capuche parce qu'on avait besoin d'un point fixe qui soit stable, fixe et qui nous permette d'avoir le setup ci-dessous. Et on va placer le capool avec une sangle reliée à un espalier pour qu'on puisse être sur une reproductibilité qui soit la plus spécifique possible. Et on va utiliser la prise courte du Desmotech, donc une poulie, une prise courte de poulie, pour avoir une préactivation de la coiffe. Et là, vous avez normalement un article qui devrait pouvoir arriver dans le chat pour qui montre le rôle de la préactivation de la coiffe par le grip. Et du coup, nous, ça nous intéresse d'autant plus que le joueur de tennis, dans son activation de la coiffe, va tenir une raquette et donc un grip sera activé. Et donc, du coup, nos valeurs seront plus spécifiques à nos joueurs. Donc, l'élément qui est pour nous essentiel dans ce test, c'est vraiment la communication. On va apporter un rôle essentiel à ça. On a dégagé du coup de temps dans chaque test pour pouvoir vraiment communiquer avec le patient sur différents points. Le premier point, c'est la rotation attendue. On ne veut pas de flexion de coude, on ne veut pas d'utilisation du biceps, on ne veut pas d'utilisation d'abduction ou d'adduction de coude, on ne veut pas de compensation de shrug par le trapèze supérieur et on ne veut pas de flexion-extension de poignet. On recherche vraiment un mouvement strict de rotation médiale et de rotation latérale. Et donc, on va prendre un temps de prise de conscience et on va expliquer vraiment au patient et le faire ressentir le mouvement attendu. Le second point qui est important pour nous, c'est cette notion d'internal loading. On va demander au patient, on va lui expliquer, en lui vulgarisant, parce qu'on est sur une population entre 11 et 18 ans, ce que c'est l'internal loading, ce que c'est cette intention mentale, et lui fait expliquer que on peut faire une contraction musculaire avec une charge externe, donc créer une réponse de force avec une charge de X kilos, ou alors on peut faire créer une force dans un mouvement spécifique avec la plus haute intention mentale, et donc réquisitionner toutes les unités motrices que l'on souhaite à travers une contraction isométrique de 5 secondes. Donc ça, c'est vraiment une partie qui était essentielle dans notre testing et qui est essentielle dans tous les testings de force qu'on va faire. Par contre, effectivement, s'il y a une douleur, on arrête le test systématiquement et on fait un bilan approfondi dont on parlera à la fin de la séance. Et s'il y a une compensation du test, on coupe le test, on le recommence à zéro et on le réexplique en recommençant cette communication spécifique que je viens de vous présenter à l'instant. Le second test va être le test de Ben Ashworth, le H-test, qui est ci-dessus, que vous pouvez voir à l'écran. C'est un test qui avait été décrit par Ben Ashworth pour le rugby. Normalement, il y a un autre article qui devrait arriver à votre écran, qui est intéressant pour nous et dans le tennis, parce que dans cette position-là, on va pouvoir évaluer différents secteurs d'overhead et différents secteurs de niveau de force dans cette position d'overhead, dans une dynamique de poussée. Il faut savoir, quand je parle de niveau de force, que ce qu'on recherche, c'est que plus on aura un niveau de force élevé dans ce secteur-là, plus la réponse tendineuse, donc d'emmagasinement et d'exercice d'énergie sera meilleure à travers ce point fixe isométrique de force de ce pattern de poussée. On va, grâce à ce H-test, pouvoir évaluer donc, de ce fait la caractéristique de force et le niveau de force dans différents secteurs. Donc l'overhead strict en I, le relatif en Y et dans le plan horizontal avec la position de T. On a modifié un petit peu la position du H-test en mettant le point avec le point qui ne travaille pas sous la tête et pas dans le dos pour un souci de confort, ayant une population jeune de 11 à 18 ans. Et on a décidé de fléchir les genoux pour réduire le plus possible le bras de levier des jambes qui pourrait potentiellement aider à créer de la force pour être le plus spécifique au niveau de l'épaule. Donc ça, c'est le premier test des H-tests. Et l'autre qui est plus intéressant pour nous, qui est le H-test modifié sur le dos. Alors, il n'y en a pas de littérature dessus. C'est nous qui avons pris bon de l'intégrer pour plusieurs raisons. La première, on voulait une analyse de niveau de force dans un pattern de tirage en overhead, étant un mouvement qui va être répété un certain nombre de fois chez nos sportifs dans le tennis. Et donc, du coup, il nous fallait un pattern de tirage. Celui-là était plus intéressant pour nous, d'une part parce qu'on pouvait avoir différents angles, et on pouvait potentiellement, on espère, avoir dans quelques temps un ratio qui associe le H-test ventral avec le H-test dorsal, et pouvoir, on espère, avoir une valeur qui puisse être prédictive de blessure, ou du moins prédictive d'un risque d'overuse au niveau du tendon, notamment au niveau du tendon du biceps, on en parlera ci-après.
Donc cette position de H-test modifiée, on l'a placée sur le dos, on a fléchi les hanches à 90 degrés pour pouvoir plaquer les lombaires et pour pas avoir de compensation lombaire, et décharger le membre inférieur du sol pour une éventuelle compensation à ce niveau-là, et placer l'autre bras sur le torse pour pas avoir un point fixe avec le point qui pourrait potentiellement aider et faire varier la variante de force. Donc de la même manière, on a un essai de 5 secondes pour chaque test, en I, en T et en Y, sur le ventre et sur le dos. Et on va demander au patient, de la même manière, une autre intention mentale, une autre internal loading. Et le but va être vraiment de répondre avec le plus de force possible et sans compensation. De la même manière, si douleur, arrêt du test, bilan médical a posteriori, et si compensation ou si défaut de positionnement, on recommence. Pour le positionnement du point, on voit qu'il est sur la face latérale en I et en Y pour qu'on soit reproductible, pour qu'on soit proche du tennis. Et en T, on le place avec la partie médiale de la main, de la même manière pour la reproductibilité et pour la spécificité du tennis. Qu'est-ce qui ressort de nos tests réalisés en septembre? Donc en septembre, on a réalisé ces tests-là sur tous les jeunes de l'académie. On les a corrélés avec toutes les blessures d'épaule qu'on a eues depuis août 2022. Il en ressort de ces tests et de ces statistiques que pour les garçons entre 11 et 18 ans, on va retrouver principalement des pathologies du long biceps et de la coiffe des rotateurs. Quand je dis tendilopathie, chez nous, vu qu'on les retrouve vers J0, J1 pour leur première séance de kiné, on se rapproche plus d'une tendinoalgie qu'une tendinopathie avérée, ou du moins une tendinopathie qui va être dite réactive et pas chronique. Et chez ces personnes-là, chez ces profils-là qui est de 11 à 18 ans, de profil garçon, on retrouve dans leur valeur de force des H-tests, du H-test dorsal et de la rotation latérale, des valeurs qui vont être significativement en dessous de la valeur moyenne de leur catégorie d'âge et de leur sexe. Donc ça nous intéresse quand même grandement par rapport à ce qu'on recherche et à notre but sur le moyen long terme. Par contre, pour les filles, on n'a pas assez de profils pour pouvoir tirer une conclusion nette. Et chez les filles de 11 à 18 ans, qui présentent principalement des overuse du biceps et des tendinoalgies au niveau du long biceps, on va retrouver des valeurs de force qui ne vont pas être corrélées à un déficit majeur par rapport à la moyenne, et ce qui va ouvrir du coup cette interrogation et potentiellement cette prochaine conférence sur la mobilité et sur l'activation musculaire dans d'autres secteurs, et donc avec la variabilité de certains autres cas, comme l'overuse des biceps, les atteintes nerveuses au niveau du nerf axillaire, du coup, doivent s'afficher bientôt à votre écran des valeurs de force et un article de 2022 sur des jeunes de Nisman, sur lesquels on s'est appuyé à la base, au cas où si jamais on n'était pas satisfait des valeurs de force qu'on trouverait. La conclusion de tout ça, c'est qu'on va devoir se revoir dans un an pour parler des valeurs moyennes et des valeurs et des moyennes qui ressortiront sur une année de recensement de pathologie d'épaule et comparé avec nos valeurs de force. Mais c'est plutôt encourageant par rapport aux garçons, et ça nous encourage d'autant plus à appliquer d'autres tests, notamment des tests de mobilité active et de coordination active, notamment avec un scorecard qu'on a mis en place récemment. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, les CARS, mais c'est ce qu'on appelle des rotations articulaires contrôlées, qui sont des mouvements dans les amplitudes maximales, qui est décrit par André Ospina avec sa méthodologie FRC, et on l'a un peu remodelé à notre manière pour pouvoir faire en sorte d'avoir des éléments d'évaluation qui nous permettent d'être spécifiques pour notre traitement, et donc du coup pouvoir évaluer l'évolution de nos jeunes et donc des facteurs de risque. Donc ça, c'est des réflexions pour plus tard, mais de ce qui en ressort jusque maintenant, il semble indispensable d'intégrer ce genre de testing de mobilité qui devrait voir le jour prochainement. Complémentairement à cela, donc je vous ai dit que si jamais il y avait une douleur, on les voyait en soins. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, on prend rendez-vous avec nous, on les voit directement, donc le jour J ou le jour suivant, et on va faire un bilan approfondi pour rechercher les facteurs limitants et notamment les maillons faibles. Donc évidemment, on va s'intéresser à la technicopathie. Est-ce qu'il y a une modification de la technique qui a été récemment réalisée, ou s'il y a de nombreux services qui ont été réalisés dans un court temps
On pense notamment au mois de septembre où ils ont été absents pendant 2 mois ou 2-3 mois, où c'est leur première année à l'académie et tout d'un coup, ils se retrouvent à faire beaucoup de tennis en peu de temps et notamment beaucoup de services en peu de temps et donc du coup, peuvent expliquer cette surcharge au niveau du biceps ou tout au long de la coiffe ou même du corps musculaire du biceps. On va s'intéresser aux sensibilité nerveuse qu'on pourrait retrouver ou une atteinte nerveuse qu'on pourrait retrouver, notamment au niveau du nerf axillaire qui est caractérisé par une atteinte une diminution de la force au niveau du deltoïde et du ptyron, donc de la rotation externe. Et après ça, on va s'intéresser, donc comme ce que je viens de vous décrire juste avant, au déficit de gap actif et passif, donc la flexibilité, la mobilité active, puis l'activation, donc les niveaux de force, qui grâce à nos testings de force en septembre, vont nous permettre de gagner un peu de temps, de coordination, de chaîne cinétique et de pliométrie. Ce qu'il en ressort de nos bilans en général chez les personnes qui ont eu mal depuis septembre, c'est qu'au niveau de la flexibilité, on va retrouver plusieurs choses. Un déficit de gap passif au niveau de la rotation interne d'épaule, ce qu'on appelle le GIRD, donc glenohuméral internal rotation, qui est plutôt classique chez les jeunes, ou du moins chez les tennisman. Donc ça, si c'est un gap passif, du coup, on va travailler spécifiquement sur le gain de mobilité passive avant de s'intéresser à la mobilité active. On va retrouver également un déficit passif au niveau de l'ouverture du thorax, et donc du coup, là, on va s'intéresser plus au niveau de la mobilité de la clavicule et de la première côte, notamment avec le subclavier ou le petit pectoral, excusez-moi. Et puis après, on va s'intéresser au gain de mobilité active, notamment au niveau de la scapula. On porte une attention particulière sur le tilt post et la rétraction, qui sont des patterns de mouvement qui sont quand même assez réduits et qui sont assez limitants, notamment chez nos profils féminins, mais également masculins middle school, et pour lequel on porte une attention relativement importante, comme l'activation de certains muscles, donc là, notamment au niveau du trapèze inférieur et du grand dorsal et du dentelé antérieur. Trapèze inférieur vous devrez avoir un article qui devrait apparaître prochainement, article qui met en évidence que si on a une fatigue du trapèze inférieur, on va avoir une répercussion d'une surcharge du plan antérieur et notamment du biceps et du coup sur le pattern spécifique du service. Et du coup, qui explique grandement, d'une part, le H-test dorsal qui va être négatif dans leur valeur, et d'autre part, des douleurs spécifiques dans le service et au niveau du long biceps. Donc ça, c'est pour le trapèze inférieur. On se rend compte qu'effectivement, si le trapèze inférieur va être fatigué, on va avoir moins de capacité de maintenu du tilt-post ou de réalisation du tilt-post, et donc on va avoir une surcharge de la mobilité et de la mobilisation pour la réalisation de la rotation latérale en overhead, et donc c'est la gléno-humérale qui va être sursollicitée et qui va conduire à une surcharge soit de la coiffe dans une notion de stabilisation ou de mobilisation, ou du long biceps dans son rôle de mobilisation et de renvoi de poussée de la balle lors de l'impact. On va retrouver la coordination. Donc là, ce que je viens de vous parler vis-à-vis du CARS d'épaule et du score CARS, qui est basé sur 6 critères et qui va nous permettre du coup d'évaluer plus spécifiquement les pathologies d'épaule et pouvoir les réduire assez efficacement de ce qu'on retrouve en rééducation. Associé à ça, on va utiliser le Cuban Press and Chest et d'autres méthodologies et d'autres testings de travail dont on pourra parler plus tard dans une autre conférence. Et enfin, on a une batterie de tests fonctionnels qui est effectivement à jour avec des testings de range of motion passive. Donc, qu'est-ce qu'on a? Toute la mobilisation en passif. Donc là, on attend 180 degrés. Toute la mobilité active. Donc, on va chercher le plus possible le contrôle actif de toute cette range of motion passive. Et sinon, on a un gap actif et on va le travailler en soins ou le transmettre au préparateur physique pour spécifiquement y travailler dessus s'il n'y a plus de douleur. Le shoulder endurance test qu'on va modifier pour les jeunes et sinon qu'on va réaliser normalement pour les populations plus âgées. Le PSET, donc le posterior shoulder endurance test, qu'on a modifié pour les jeunes et qu'on a normalisé avec des poids d'1 kg pour les middle school, donc 11 à 15 ans, et 1,5 kg pour les high school. Le polyme rotation test pour la coordination entre le tronc et le membre supérieur, dans le mouvement notamment d'armée, et le score CARS, comme je viens de vous parler juste avant. Donc on a survolé du coup à peu près toutes les grandes lignes du bilan de force. On va revenir vers vous prochainement pour une seconde conférence, normalement plus sur la mobilité, et comment nous on évalue la mobilité spécifiquement et comment on évalue les RTP que je viens de vous citer juste avant. Et puis nous avons fait à peu près le tour
pour comment nous évaluons la force à l'Académie Mouratoglou chez nos jeunes. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais c'est tout pour moi. Voilà. Merci Romain. Il y a eu une première question, c'est Mathieu qui demande pourquoi, pendant nos tests de force, on fait une contraction de 5 secondes. Alors, c'est un protocole qui était normalisé par K-Invent, mais de manière générale, dans notre travail de notre côté, on s'est rendu compte que si on pousse en dessous de 3 secondes, on ne retrouve pas vraiment un pic de force. Et d'ailleurs, ça s'est confirmé durant nos tests de force sur le mois de septembre, où les pics de force, en fait, quand on regarde la courbe du K-Invent, elle arrive progressivement, et pas tout de suite. Si le pic de force est tout de suite, c'est généralement parce qu'on n'a pas bien placé au début et qu'en fait, c'est le pic d'inertie qui va faire une valeur de force qui va être trop élevée. Mais généralement, le pic de force, il va être atteint entre 3 et 5 secondes avec nous. Enfin, du coup, c'est une observation. Mais de manière générale, pour répondre à la question, on utilise le protocole de K-Invent K-Pool pour la rotation externe et interne d'épaule en R3. Je sais pas si j'ai Bien répondu sûr, à ta tous ces question. tests, ouais. Et bien sûr, tous ces tests, ils sont faits en isométrique. Exactement. Ce qu'on cherche, Mmh. c'est pas une création de force dans un secteur, dans tous les secteurs. Ce qui va nous intéresser, c'est vraiment être spécifique de cette position R3 dans le plan frontal, parce que c'est cette position-là qui, pour nous, est à risque, puisque c'est la région, d'une part, où on va potentiellement avoir un déficit de tilt post, et donc surutiliser la gléno-humérale et donc la coiffe des rotateurs, ou le long biceps. Et en plus de ça, c'est la région où on va avoir l'impact, et donc du coup, il va falloir avoir un gros niveau de force, aussi bien en rotation latérale qu'en rotation médiale, pour d'une part avoir une bonne capacité d'emmagasinement et de restitution d'énergie du tendon, du long biceps et de la coiffe, mais d'autre part, pouvoir correctement passer de l'excentrique au concentrique et pouvoir gérer la propulsion pour pouvoir relancer la balle aussi bien dans le coup droit que dans le service. Ouais, je pense que ça a bien répondu à la question. Ensuite, il y a une autre question où il demande en quoi on modifie le shoulder endurance test pour les ados. Quels paramètres on adapte? Alors, quelques paramètres on a dans le shoulder endurance test. Le paramètre dans le shoulder endurance test, ouais, alors nous, en fait, le shoulder endurance test, il est en continu. Nous, pour les middle school, on l'a séquencé en 3 temps. On l'a séquencé en 20 secondes de travail à 60 BPM, puis 20 secondes de pause, 90 BPM à 20 secondes, 120 BPM à 20 secondes et 150 BPM à 20 secondes de travail, entrecoupé de 20 secondes de pause avec le TheraBand jaune. On l'a normalisé comme ça parce que faire un temps absolu, au final, on n'est pas très bon avec les middle school, et si on retrouve c'est plutôt compliqué à réaliser avec ce genre de profil de 11 à 15 ans. Et du coup, on utilise cette méthode-là et on va s'intéresser à savoir s'ils ont mal, s'ils arrivent à réaliser correctement le mouvement sans compensation et s'ils arrivent à maîtriser les tempos à haute vitesse, notamment 120 et 150 BPM, avec le setup qui est exactement identique à celui réalisé par le shoulder endurance test de base. J'espère que ça a bien répondu Et à la sinon, question. ouais, n'hésitez pas à mettre un complément de question parce que c'est intéressant. Mais effectivement, le shoulder endurance test tel quel, où il va aller chercher le temps de fatigabilité, donc une valeur d'arrêt, une valeur d'évaluation, une évaluation basée par le temps, chez les middle school, au final, on ne l'a pas trouvé très pertinente à première vue. Parce qu'au final, ils ont encore beaucoup de choses à développer avant. Et le but pour nous, chez Middle School, c'est être sûr que dans la position d'overhead, de manière répétée, il n'y a pas de douleur ou de compensation qui pourrait nous poser problème, comme un shrug ou comme une incapacité à parcourir toute la rotation externe et à toucher le point de contact sur le mur, ce qui nous indiquerait que le tilt post n'est pas bien maîtrisé, ou du moins n'est pas suffisamment endurant. Ensuite, il y a des questions par rapport aux valeurs qu'on a exploitées par rapport aux tests de force de chez K-Invent. Quelles valeurs on a pris pendant les tests? Est-ce qu'on les exploite toutes? Est-ce qu'on n'en prend qu'une seule? Qu'est-ce qui en est ressorti? Les valeurs de force de K-Invent, les valeurs que nous avons trouvées, j'imagine, du coup. Alors nous, Ouais. alors je sais pas si on peut donner les valeurs, mais dans tous les cas, elles ne sont pas par rapport à la population. Il faut que je retrouve le document Excel correspondant. Je vais vous trouver ça. Je ne sais pas si je l'ai ici. Je crois que je ne l'ai pas sur cet ordinateur-là.
Mais de manière générale, de mémoire, on avait 30% entre 20 et 30% de différence chez les middle school garçons par rapport à la valeur moyenne. Mais je crois que j'ai peut-être là, attendez une seconde. Euh, Chez les middle school garçons, on a trouvé une valeur moyenne de rotation interne de 5,7 et la valeur moyenne des personnes ayant eu mal est de 3,5 en plan frontal. Et en rotation interne, donc rotation médiale, on avait 9,5 de valeur de force contre 7,5, donc 58, pour les personnes qui sont blessées. Et donc ça, c'est pour la rotation. Et pour les valeurs de H-test en T, en Y et en I, on avait 7,9, 7,9 et 8,9 pour des valeurs de H-test ventral de personnes blessées qui oscillent entre 6,3, 6,2 et 6. Et pour les H-tests dorsales, hop, que je lise bien et que je ne me perde pas dans mes documents Excel, tac, 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 on avait 5,45, 4,06 et 3,81 pour 5, 3,75 et 3,40. Donc ça, c'est pour les valeurs de middle school garçons, donc entre 11 et 15 ans. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu correctement aux questions. Et comment nous, on les explore, on les exploite, en fait, ces valeurs-là, dès lors qu'elles sont considérées comme en dessous de la valeur moyenne, l'idée, c'est on travaille spécifiquement sur ces points faibles. Et l'idée, c'est de remettre ces valeurs, ce niveau de force dans le seuil moyen. Mais en général, ça se fait assez logiquement dans la rééducation après le bilan, parce qu'on va retrouver des déficits généralement de mobilité. Donc, généralement, si le H-test dorsal pose problème, c'est que vraiment le tilt-post, il n'est pas bon. Mais c'est la particularité du H-test dorsal pour nous, c'est qu'il n'est pas spécifique à s'il montre un déficit de flexibilité, de mobilité, donc de mobilité active, ou d'activation, donc niveau de force. Il va juste nous montrer que dans ce secteur-là, on a un déficit. Et du coup, nous, de notre côté, on va aller l'explorer à travers un bilan et déterminer si c'est plus un travail de tilt-post, donc d'activation du trapèze inférieur, que de travail de libération du thorax en travaillant de l'ouverture thoracique, subclavier, petit pec, et puis tout le travail diaphragmatique et pour d'une part ramener la scapula en tension de repos plus proche de la colonne vertébrale, et puis plus facilement avoir un ratio tension-longueur intéressant pour la coiffe des rotateurs, avec la position de cette scapula plus proche du tronc. Et puis sinon, pour le reste, rotation externe, si dans le plan frontal, il a du mal à créer de la force, on se doute bien que le tilt-pose va pas être optimal. Et puis si c'est un déficit d'activation pur de la coiffe des rotateurs, donc principalement chez les profils féminins, du coup, on va travailler spécifiquement sur cette activation de la coiffe en soins, via des travaux d'une part de stabilisation, d'activation motrice, et puis de travail en endurance comme en force. Et puis on va communiquer de la même manière ces informations aux préparateurs physiques pour qu'ils travaillent spécifiquement soit en travail individuel avec le sportif, soit en séance collective plus spécifique avec ces profils-là. Est-ce que j'ai répondu correctement à la question ? Et ce qui est vrai, c'est que pour l'instant, on s'intéresse juste à ce pic de force. Il y a plein d'autres valeurs qui pourront être exploitées, mais pour l'instant, on n'a pas pris le temps de le faire, parce que c'est vrai que rien que tester tous les jeunes de l'académie à la rentrée, ça a pris un temps non négligeable, parce qu'en parallèle de ces tests de force, on réussissait à bilanter en moyenne 3 joueurs toutes les 30 minutes. On en avait 250, et on était entre en moyenne 5 personnes pour faire les tests, pour aller le plus vite possible. Et en parallèle de ça, il fallait qu'on fasse tous les bilans morpho. Donc, c'est un bilan qui dure 30 minutes de tout corps avec un interrogatoire, etc. Donc, pour l'instant, on s'est intéressé qu'à ces pics de force. Évidemment, il y a plein d'autres valeurs à exploiter pour l'instant qu'on n'exploite pas, parce que l'idée, c'est vraiment de sortir déjà une valeur et d'identifier quelque chose qui pourra nous servir dans un second temps à l'académie pour faire encore plus de prévention. Donc, pour l'instant, on s'est basé là-dessus. Il y a évidemment des différences entre le côté dominant et non dominant. Plus les joueurs vont être âgés, plus cette différence ça va être significative. Donc, c'est des choses, évidemment, qu'on met en valeur. L'idée, c'est surtout de voir ceux qui sont en dessous de la moyenne
et d'agir sur ces joueurs-là pour éviter que des douleurs apparaissent. Les douleurs dont Romain évoquait, surtout au niveau du biceps, c'est vrai que même sans avoir les valeurs de force, on voit qu'ils sont vraiment révélatrices chez les garçons. C'était ma 4e rentrée à l'académie. C'est vraiment des pathologies qui touchent plus les garçons. Pourquoi? On n'a pas vraiment d'explication, à part que peut-être les garçons ont un côté où ils veulent taper plus fort, montrer qu'ils sont les plus forts rapidement, surtout chez les petits. Et très souvent, c'est des pathologies qui sont associées à un déficit de force, comme on a pu le mettre en évidence grâce à ces tests. Mais aussi, c'est des pathologies qui apparaissent parce qu'il y a un timing de frappe qui n'est pas bon pour beaucoup d'entre eux. Donc, c'est là où discuter avec le coach, c'est hyper intéressant et hyper important. Donc, ça répond à une question qui a été posée en même temps. Il faut échanger avec eux parce que le matériel, évidemment, va avoir une influence. Un joueur qui fait 1m40 et qui joue avec une raquette de plus de 300 grammes, forcément, il y aura une conséquence au niveau de son épaule, au niveau de son poignet, au niveau de son timing de frappe. Donc, on aura beau faire tous les exercices préventifs qu'on veut en physio, en prépa physique. Si ça, c'est pas réglé à côté, vous ne réglerez pas le problème. Donc, la communication avec le staff est très importante et le matériel a une influence qui est non négligeable sur tout ce qui est pathologie du monde supérieur chez les joueurs de tennis. Donc, c'est hyper important de bien tester, de bien échanger avec votre joueur par rapport à ça. Donc, c'est vraiment quelque chose à garder en tête. Un joueur que vous allez avoir qui joue même une fois par semaine au tennis, qui a mal à l'avant-bras, et en fait, il vous dit qu'il utilise la même raquette que Djoko, il y a sûrement un problème. C'est trop lourd, c'est pas le bon cordage, peut-être que c'est du poids en tête de raquette. Donc ça, vous aurez beau faire tous vos tests de force que vous voulez, que ce soit des choses voilà, prouvées, pas prouvées, tout ce que vous voulez, vous ne réglerez pas le problème. Et vos valeurs ne seront pas non plus significatives parce qu'il y aura un côté, c'est tout ce qui est technopathie, qu'il faut identifier et qui est hyper important dans votre interrogatoire. Voilà. Ensuite, il y a une autre question où on nous demande si on a vérifié la fiabilité de nos adaptations pendant les tests. Alors, Non. Ça, non, pas du tout. On a eu un nombre de staff pendant l'été pour préparer ça toutes les semaines. C'est pas quelque chose qui, nos tests sont pas prouvés. C'est notre façon de travailler. C'est nous qui avons mis les choses en place comme on estime être les meilleurs pour nous, pour l'académie, pour nos joueurs. Tout est discutable, évidemment. Même nous, peut-être que ce qu'on fait aujourd'hui, il y aura des adaptations. Ce qu'on ne veut pas, c'est pour ça qu'on a fait beaucoup de tests pour être le plus reproductible possible d'une année à l'autre pour que nos valeurs soient des valeurs de référence. Le but, c'est que vraiment, on ait une bonne position, que le joueur la comprenne bien, que ce soit facilement reproductible, rapidement reproductible. Et après, voilà, c'est notre façon de voir les choses. On a la chance d'avoir un échantillon qui est quand même assez important. On a plus de 200 joueurs qui passent à l'académie. Donc voilà, on n'a pas vérifié, c'est notre façon de voir les choses. Je pense que Romain, tu peux compléter ce que je dis. Encore une fois, ces tests-là, comme j'ai décrit rapidement dans le choix, le but de ces tests, c'est d'être spécifique à ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est définir des niveaux de force. C'est pas vraiment savoir s'il est fort ou pas dans sa rotation latérale, etc. On veut plus spécifiquement savoir si dans ce secteur-là, dans ce pattern-là et dans ces spécificités-là, il crée de la force ou pas. Parce que l'idée, c'est d'une part d'avoir ces valeurs de force, c'est une bonne chose, mais ce qu'on veut, c'est savoir si ici, il va créer de la force. Savoir que s'il y a de la force dans le plan frontal, on sera peut-être certainement beaucoup plus fiable, parce on sera spécifique par rapport à comment la plupart des gens font leur tachyocinétique, etc. Mais nous, ce qu'on veut, c'est sortir de cette norme pour être vraiment spécifique de la position où on pourrait avoir le plus de compensation, sur la position où on pourrait avoir potentiellement le plus d'inconfort ou d'utilisation d'autres secteurs. Et par conséquent, ça implique qu'il faut qu'on sorte un peu les sentiers battus. Et c'est pour ça vraiment que ces tests-là ont pour but d'évaluer nos sportifs à nous, qui sont des jeunes de 11 à 15 ans, qui vont faire du fitness tous les jours, du tennis tous les jours, qui vont avoir une haute demande, parce que les valeurs de force qu'on va retrouver dans notamment l'article qu'on vous a partagé, au final, c'est des jeunes qui ne vont pas pratiquer du sport à la hauteur que nos jeunes pratiquent aujourd'hui à l'académie tous les jours, que ce soit les personnes de 11 ans ou les personnes de 18 ans. Et donc, du coup, ces valeurs-là, elles sont difficilement interprétables pour nous. Donc, on voulait rendre quelque chose de spécifique à nous
et dans des patterns dans des niveaux de force, dans des secteurs bien précis. Autrement dit, la course interne de la coiffe des rotateurs, de la rotation latérale, et la course externe de la rotation médiale, qui sont des secteurs où des niveaux de force vont être plus difficilement réalisables si on a des problèmes de compensation ou de coordination ou de positionnement ou de posture, etc. etc. Donc c'est vraiment le but, c'est pas forcément d'être calé à 100% sur la science, même si même si on essaie de s'y rapprocher le plus possible, notamment dans certains setups, mais on a appliqué des variables pour qu'on soit vraiment en accord avec ce qu'on recherche spécifiquement. Et du coup, ça implique le parti pris de ne pas être comme tout le monde sur ces 2-3 tests-là. Alors là, il y a une autre question qui concerne peut-être pas forcément le sujet de ce soir, mais on demande est-ce que la polémique au plus haut niveau se retrouve dans le ressenti des joueurs analysés, surtout au niveau des balles, est-ce qu'elles sont trop lourdes, est-ce qu'elles sont trop dures, est-ce qu'aujourd'hui ça influence plus les pathologies qu'avant? En fait, la polémique qu'il y a au plus haut niveau aujourd'hui, c'est surtout la variabilité. C'est que les joueurs qui sont sur le circuit, d'une semaine à l'autre, ils ne vont pas utiliser les mêmes balles, ils ne vont pas jouer dans les mêmes conditions. Les marques varient et c'est surtout cette variabilité qui va avoir des conséquences sur la santé de nos joueurs. Nous, à l'académie, ce n'est pas des choses qu'on retrouve parce qu'ils jouent avec les mêmes balles, ils jouent sur les mêmes terrains. On va avoir des blessures qui peuvent apparaître parce qu'ils vont aller jouer au tournoi dans la ville d'à côté. Ça ne va pas être la même terre battue, ça ne va pas être la même surface. Les blessures apparaissent soit parce qu'il y a de la surutilisation, tout ce qui est overuse, soit c'est parce qu'il y a une variabilité, que ce soit en surface, dans le matériel, dans les balles, mais c'est vraiment cette notion de changement qui va entraîner des conséquences, et souvent malheureusement des conséquences qui entraînent des blessures et des douleurs. Nous, c'est bien et en même temps parfois pas très bien. On a des jeunes qui vivent sur place, donc le centre médical est ouvert toute la journée. On les a le jour J de leur douleur, donc ça dure rarement longtemps les prises en charge, parce que si on veut les voir tous les jours, on peut les voir tous les jours. C'est pas quelque chose qu'on essaie de faire parce qu'on essaie d'autonomiser le joueur, de bien échanger avec le prépa physique et avec le coach. Mais pour nous, c'est facile de les prendre en charge. Et la variabilité, on la voit tout de suite. Donc, ce qui se passe dans le haut niveau, c'est la polémique, c'est surtout cette variabilité et ces changements qui entraînent des pathologies. Et de ce qui ressort, c'est qu'il y a de plus en plus de variabilité et le jeu évolue aussi au plus haut niveau, les physiques évoluent. Donc, c'est ça qui va entraîner plus de blessures. Ensuite, il y a beaucoup de questions par rapport aux exercices de prévention que nous, on propose. Alors, je pense que ça pourrait durer, pareil, une soirée complète. C'est difficile de vous répondre rapidement à cette question. Dites-vous bien que nous, on essaie d'être les plus simples possibles parce qu'on travaille avec des enfants. On ne cherche pas à proposer la plus grande variabilité d'exercices. Très souvent, on reprend juste nos exercices de test qu'on adapte pour en découler des exercices. Tout ce qui est CARS, par exemple, qu'on identifie pendant le bilan, c'est un très bon exercice. On essaie de ne pas se compliquer la tâche à faire des exercices trop difficiles. On va plutôt agir sur des paramètres du test pour le découler en exercice, pour travailler sur l'internal loading, comme Romain vous en a parlé, d'insister là-dessus et vraiment de rester simple, mais en essayant de mettre le plus de charge possible sur un exercice simple. Parce que les jeunes, ils ont déjà plein de paramètres. Le tennis, c'est un sport qui est très complexe. Le but, c'est de ne pas surcharger la tête de nos joueurs avec des exercices trop complexes et surtout qu'ils comprennent pourquoi on fait cet exercice. C'est hyper important. Et pour compléter Candice, par rapport aux exercices de prévention d'épaule, si l'individu est déjà venu avec une pathologie d'épaule, on va déterminer quels sont ses critères de faiblesse. Imaginons sur un CARS, la rotation médiale avec une rétraction va poser problème, et on va poser un exercice qui va faire appel à la rétraction et au tilt post, à la rétraction et à la rotation interne, pour justement resimuler ce pattern-là. Imaginons notre patient a un problème a une sous-activation au niveau du tilt post encore, donc du coup du trapèze inférieur. On va essayer de cibler un lock and load qui va faire beaucoup plus appel au trapèze inférieur spécifiquement.
Et en aval de cette activation, on va le restimuler dans un mouvement fonctionnel. On va toujours essayer de chercher l'ensemble des points faibles en flexibilité, en mobilité active et en activation. On va les renforcer dans cet ordre-là. Flexibilité qui va contribuer à la mobilité active et qui va contribuer à l'activation. Et une fois qu'on aura retravaillé ces trois pôles-là les uns après les autres, on va les réintégrer dans un pattern fonctionnel spécifique et qui les retravaille ensemble, qui soit transférable dans son activité physique. Autrement dit, le coup droit, le revers, ou le coup droit selon la pathologie. Mais on va vraiment respecter cet ordre-là et on va essayer de l'individualiser en fonction du profil. Mais c'est vrai que les patterns d'exercice sont assez redondants selon les profils et selon les pathologies, mais toujours respecter la flexibilité, donc le gain passif dans la rotation latérale, la rotation médiale, l'ouverture thoracique, la mobilité de la clavicule sous la première côte. Après, la remobilisation active pour travailler toute la range of motion et plus précisément les courses internes ou externes selon les muscles ou les régions articulaires. Augmenter le pic de force dans un second temps avec un travail d'overcoming et après restimuler avec un mouvement fonctionnel comme un dérivé du shoulder endurance test, un dérivé d'un Cuban press, la dérivée d'un overhead press à un bras qu'on peut faire avec des élastiques ou avec une charge légère pour que ça soit reproductible en tournoi ou en amont de l'entraînement. Mais toujours essayer de respecter cette notion d'évaluation qu'on aime beaucoup faire avec le rack d'épaule, entre autres, parce qu'on trouve que c'est quand même assez intéressant pour évaluer la rotation externe d'épaule avec un mouvement de flexion, un mouvement de la rotation médiale en flexion, la rétraction avec la rotation interne, la rétraction avec la rotation latérale, s'il y a une compensation en tilt antérieur sur le mouvement d'extension du bras, si on a un GERD quand les mains sont dans le dos. Enfin, ce test-là, ce mouvement-là, en tout cas, nous sert beaucoup, aussi bien dans la réintroduction fonctionnelle que dans le traitement, que dans l'évaluation. Mais du coup, pour conclure sur cette question, je pense que la prévention, on la cherche toujours à l'individualiser le plus possible en fonction du profil douloureux du sportif, mais toujours respecter une hiérarchie dans les exercices pour que ça soit le plus efficient possible. Flexibilité, mobilité active, activation, réintroduction fonctionnelle par du contrôle neuromoteur et après de la pliométrie, épaule-bras ou épaule-main ou épaule. Voilà. Je ne sais pas si on a bien répondu à cette question-là. Je pense que oui. Ouais. Après, par rapport à la norme en termes de ratio, du coup, Romain vous a listé pas mal de choses tout à l'heure. Pour nous, on ne va pas vous donner une norme aujourd'hui parce qu'on a fait qu'une batterie de tests aujourd'hui à l'académie. On ne peut pas vous donner une norme parce que nous, on a une population bien spécifique. Donc, notre population à nous, c'est la nôtre, ce ne sera pas la vôtre et ce n'est pas forcément des valeurs qui peuvent être applicables dans votre cabinet, dans la vie de tous les jours. On aspire à avoir une norme prochainement, mais on a besoin encore de faire plus de tests et de surtout refaire ces tests pour avoir quelque chose de normé, surtout. Et bien sûr, Aujourd'hui, Candice, pardon, excuse-moi. Par contre, comme dit Candice, on parle de ratio par rapport à l'académie, mais évidemment, si on se base de ratio épaule, on va se baser sur du 0,66, 0,75, comme les dernières études peuvent le montrer. Mais là, on n'a pas les articles, je ne sais pas si on peut les envoyer en plus, mais vous allez trouver assez facilement des ratios de force autour de 0,66, 0,75 pour le ratio, pour les coifs des rotateurs à ce niveau-là. Mais par rapport à nos valeurs de ratio, que ce soit le ratio H-test dorsal, H-test ventral et RERI, pour l'instant, on va attendre d'avoir une seconde batterie de tests pour pouvoir avoir un nombre vraiment, vraiment dense de valeurs de force qui puisse avoir une pertinence à ce niveau-là. Voilà. Et pour terminer, une dernière question où on nous demande entre revers à deux mains et revers à une main si on retrouve des différences entre ces deux groupes au niveau des pathologies, niveau perte de force et de mobilité. Évidemment, on retrouve des différences. Au niveau du poignet, on ne va pas retrouver les mêmes choses. Au niveau de la mobilité de l'épaule, on ne va pas retrouver les mêmes choses. C'est deux gestes qui sont complètement différents. Pareil, on pourra en discuter pendant un long moment, mais ça fait partie de votre interrogatoire aussi, de bien identifier ça, et c'est quelque chose que nous, on demande, et que dans l'analyse de nos études, c'est quelque chose que pour l'instant, on n'a pas encore fait, mais qui est pertinent à analyser en fonction de tout ce qu'on a fait en test de force,
d'aller analyser ceux qui ont un revers à une main. Est-ce qu'il y a des différences significatives dans tout ce qu'on a fait pour l'instant? C'est quelque chose qu'il faut encore qu'on explore. Mais gardez bien en tête qu'évidemment, il y a des différences de pathologie entre les deux techniques. Et niveau paire de force, on ne peut pas encore vous répondre. Et en termes de mobilité, vous aurez des différences, quoi qu'il arrive. Au niveau mobilité de l'avant-bras, mobilité du poignet, mobilité de l'épaule, mobilité du tronc. Entre un revers à une main et un revers à deux mains, vous aurez des différences. Et en fonction de la technique aussi, quelqu'un qui utilise beaucoup son épaule au niveau de la gléno-humérale pour son revers à une main aura une mobilité du tronc qui sera différente par rapport à quelqu'un qui va beaucoup plus ouvrir au niveau du thorax. Donc voilà, analysez bien votre geste, demandez à votre joueur de vous montrer comment il joue. S'il a des vidéos, c'est encore mieux. Et ça va vous aiguiller pour s'il vient vous voir avec une blessure particulière. Merci à vous en tout cas pour votre écoute. Merci beaucoup. Et pour la question également. Bonne soirée. Bonne soirée à vous.